Salam alaikum. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Euh, J'espère que on va avoir une bonne partie d'entre vous. Je ne sais pas si je peux avoir quelqu'un d'entre vous qui peut se mettre avec moi au live juste pour pouvoir démarrer. Amel est la responsable du groupe. Est-ce que Amel il peut me rejoindre sur le live? Alors, si tu es là, Amel, tu peux me rejoindre sur le live ou là, quelqu'un d'entre vous. Dans ce cas, pour me rejoindre, je crois qu'il faut juste appuyer sur avec l'icône, je pense, de faire demande. Une fois que vous êtes sur le live, voilà, vous allez rentrer avec moi au live directement. Ben, c'est Amal, il n'est pas là, un d'entre vous, là, une d'entre vous, il peut faire l'affaire. Juste pour pouvoir démarrer, et après, je vais commencer directement pour... Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Essayez de m'écrire si vous m'entendez, s'il vous plaît. Ok, je vois le pouce. Donc, vous êtes là avec moi. Donc, je vais juste prendre un peu de temps pour avoir une bonne partie d'entre vous. Tout à l'heure, on était à 46, maintenant à 35. Je vous laisse quand même prendre vos places et bon, vos places, d'être parmi nous sur le live. D'accord. Est-ce que Aman, il est là? La responsable du groupe, est-ce qu'elle est là? Si tu es là, tu peux me faire signe, s'il te plaît? Essaye de m'écrire quelque chose parce qu'avec les signes, je ne les comprends pas, hein. Alors non, monsieur, ça veut dire Amal n'est pas là? 47 n'est pas là. D'accord, d'accord. Merci pour la réponse. Est-ce que quelqu'un d'entre vous il peut me rejoindre juste pour pouvoir démarrer et après ben, il peut par la suite se retirer.
Là, on est à 50. Hein. Essayez de partager aussi le live avec vos camarades. Ok. Je crois qu'il est involontaire. Abdelaziz? Amal? Bon, Amal, tu viens de le rejoindre? Bah, Amal ou Abdelaziz ou là, n'importe. Tu peux me rejoindre sur le live, s'il te plaît? Oh, Abdelaziz, je crois qu'il vient de l'activer, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, une demande pour faire partie de votre... Ok. Avec... Non. Oui. Très bien. Alors, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de faire... Bien. Alhamdoulilah, Maïdouk. Et toi, ça va bien? Oui, ça va super. Alhamdoulilah. Ta famille? Alhamdoulilah. La famille, ça va? Ça va super, alhamdoulilah. Bien. J'espère qu'il n'y a personne d'entre vous qui est touché, qui est infecté. Il n'y a personne... وكاين دخلوا برمضان. Non, il n'y a personne qui est touché par le Covid-19, non? Non, personne. J'habite à Bouche-d'Or. Tu habites où? 4 personnes déjà. À Bouche-d'Or, la région là, Bouche-d'Or, Saqiya الحمراء. Barakallah. Wow. Et Bouche-d'Or, كانوا عندنا 4 cas. Et alhamdoulilah, براو كاملين. Pourquoi 4 cas? Ah bon. Moi, je connais Bouche-d'Or, hein. J'ai déjà visité la ville. Ouais, j'étais allé jusqu'à Dakhla. Oui. Là-bas, une petite ville. داخله حتى هما جو كوا كانوا عندهم 2 cas. Dakhla, d'accord. Très bien. Donc, moi, je voulais avoir quelqu'un d'entre vous pour que je puisse déjà démarrer le live et avoir une idée sur ce qui se passe actuellement au niveau de son module de probabilité. Alors, est-ce que vous avez reçu mes vidéos? Les vidéos sur quoi? Alors, j'avais envoyé des vidéos sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Oui. Également, Oui. Classroom. Oui, j'ai déjà vu les vidéos. D'accord. Est-ce que tu sais comment on fait l'enregistrement? Qu'on fait quoi? Comment on peut enregistrer à deux live? Non, انت اللي غادي لي enregistrer. Ah non? Je sais pas comment. D'accord, je vais te dire. Comment? مي يقدو الناس اللي كيتفرجوا في اللايف حتى هما يديروا لي enregistrer زعما يدخلوا عندهم. Je te pose la question parce que je ne suis pas vraiment très doué en la matière. Ça, c'est quelque chose que je... Excusez-moi. Il y a certains de vos camarades qui me disent qu'ils ont reçu mes vidéos. Donc, je voulais juste me rassurer si vous avez tous et toutes reçu les vidéos. Parce que ce sont des vidéos, je crois, ils sont maintenant à 20 ou 21 vidéos. Notamment sur le chapitre 3, le chapitre 4 et une première partie du chapitre 5. Et ce sont des vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, comme professeur.elabdelabdelaziz, et également sur Classroom.
Et donc, je crois que là, vous allez avoir déjà une idée sur la suite qu'on n'a pas pu faire en entier. Et donc, je crois aussi vous allez avoir une idée sur les difficultés, les questions, les contraintes que vous allez peut-être avoir. Je me suis toujours dit que ce n'est pas peut-être suffisant parce que vous avez le document en PPT, vous avez le document en PDF, vous avez maintenant les vidéos. Donc, je me suis dit qu'il faut peut-être que je fasse un live avec vous pour que je puisse comprendre vos problèmes. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions particulières, etc. Donc, ça, c'est une question que je pose à tout le monde. Toutes les personnes qui sont avec nous au live, vous pouvez me poser vos questions. Oui. Il y a quelqu'un qui me dit stream vidéo. Mais il est où? Comment je peux le faire? ما عرفتش اسمه اكزاكتومون. نو ابخي فاش كيسالي لو لايف كيقولوا لك واش غادي تانغوجيستري دونك D'accord. 24 heures جو بونس ابخي كيتحيد. Très bien. Parfait. Donc, ça c'était mon souci. Et c'est aussi mes questions que je vous pose. Est-ce que ce que je vais faire avec vous, il est suffisant, oui ou non? Alors, il y a داكور سيدي. quelqu'un qui m'écrit, الوغ غيتا ما كتسمعيناش Rida, voilà. ما كيتسمعش واقيلا عندهم الصوت. Je sais pas, pour moi, je crois, Anna, je t'entends parfaitement. Rita, essaye de داكور monter le son. الوغ ماشي كاين واحد لو بروبليم في لو سون قال لك كاين صداع ما كيتسمعش عندي مزيان. انت شي حاجه كي اكوتي نو ما عندكش دو ماشين اتون كوتي نو 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 d'accord بس نبعث له هنا. parce que moi je n'ai que ça et j'ai la machine qui est allumée. Ça c'est juste la machine et jamais j'en ai besoin avec vous. Donc voilà, donc je disais mon souci pour moi maintenant c'est le fait. Oui. Alors quelle est l'origine de ce bruit? Voilà, il est apparent c'est pas suffisant. Problème dans le micro. الميكروفون حتى انا كنسمع مي صراحه ما عنديش زعما الصوت مجهد بزاف كيتسمع عادي. D'accord. Alors voilà, je t'entends parfaitement. Alors je t'entends parfaitement, Rita. صراحه المهم انا كنسمع عادي مي D'accord. كاين شويه صداع. Il y a de bruit. Je sais pas, moi. Je suis dans une chambre, dans mon bureau. Je n'ai rien à mon côté. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas de machine à vos côtés? الوغ لو ميكروفون زعما كما حطو على شي حاجه ولا التليفون زعما. Sur le téléphone, hein. Je vais je le prends avec ma main. غيتا والو. Donc si vous m'entendez pas parfaitement, c'est pas la peine que je continue. Hein. دابا مزيان. D'accord. Il y a quelqu'un qui a dit. Ça ouvre. Et je fais vite. Le téléphone. C'est moi qui dois fixer mon téléphone. وي غيتا حتى انا كنسمع تخرشيش قال لك كيسمعوا زعما الصداع. Ça ne bouge pas comme ça. Et comment? الا حيت كنحركوا لي التليفون خصنا نفيكسيوهم. الوغ Le problème que mon téléphone il n'est pas bien chargé. Ça va comme ça?
Dites-moi si ça va comme ça. Ah bien. Oui, monsieur. Parfait. Ouais, comme ça c'est bien. D'accord. Bien. Laissez-moi juste vous faire une sorte de petite récapitulation par rapport à ce que j'ai envoyé depuis qu'on a démarré le confinement. Pour moi, c'était depuis le 13 mars, parce que la dernière fois que je vous ai vu, c'était le 12, c'était un jeudi. Et après, le 12 mars, moi, j'avais un travail à faire au niveau de la fac. J'avais une soutenance. Et juste après, quand je suis rentré chez moi, là, il y avait je dirais, cette décision qui tombait sur le fait de fermer les facultés et les établissements de formation. Donc, on s'est arrêté au niveau du chapitre 3. Donc, je vous ai envoyé la suite du chapitre 3. Je saisis l'occasion pour rappeler le titre. Le chapitre 3 est porté sur la notion de probabilité. Donc, cette notion de probabilité, c'était le fait de répondre à deux principales questions. La question de la probabilité elle-même, en termes de définition, et après, la question de mode de calcul. Comment on doit calculer, comment on peut calculer la probabilité. Alors, au niveau de la définition, je crois qu'on a parlé de la question de typologie, parce qu'on a fait 4 ou 5 types, notamment la probabilité qui est simple, dite aussi élémentaire, la probabilité qui est totale, la probabilité qui est composite, la probabilité qui est conditionnelle, et finalement, sur le chapitre 3 toujours, c'est la probabilité de Bayes. La première, la deuxième et la troisième, on les a fait. Même la quatrième, on a démarré avec ça. On a démarré la question sur la probabilité qui est conditionnelle. Ce que je n'ai pas fait avec vous, c'était la probabilité de Bayes que je vous ai envoyé sur une vidéo, là, sur 2 ou 3 vidéos. C'était une seule. J'étais obligé de les décomposer. Donc, juste pour vous dire aussi que la probabilité simple, comme son nom l'indique, c'est une probabilité qui est très simple. Je la calcule d'une façon qui est rapport le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. La probabilité totale, c'est le fait de travailler sur le total. Le total, avec A inom B. Donc, je vais calculer probabilité de A inom B. La probabilité de A inom B, elle est égale à P de A plus P de B. C'est le total, moins la probabilité de l'intersection. Troisième type de probabilité, c'est la probabilité qui est composite. Sur la probabilité composite, on a utilisé P de A inter B. On voulait calculer P de A inter B parce qu'il nous donne une forme qui est composite. Pourquoi elle est composite? Parce qu'elle est composée de deux types de probabilités. C'était P de A sachant B fois P de B. Ou bien, inversement, P de B sachant A fois P de A. Et à la composition de deux, tu as une partie qui est probabilité conditionnelle qui est P de A sachant B ou bien P de B sachant A, multiplié par une probabilité simple qui est P de A ou bien P de B, selon peut-être les cas. La probabilité conditionnelle, il y a la probabilité de A sachant B, qu'on a dit l'autre fois, il est égal à P de A inter B, vous divisez par P de B. Ou bien, il est égal à toujours P de A inter B, vous divisez par P de A quand vous allez inverser aussi. Vous allez calculer cette fois-ci P de B sachant A, et non pas P de B ou P de A sachant B. Donc, selon peut-être les cas. La probabilité de bayésienne, c'est une probabilité qui est dite décisionnelle. Il est appliqué dans le cadre du management, dans le sens où c'est une décision qu'on doit prendre dans le cadre de l'entreprise. Et donc, je vous ai montré un processus sur lequel vous avez deux principales choses. Vous avez un effet qui doit être un résultat et vous avez des causes qui sont derrière. Donc, l'effet, c'est le résultat, c'est la conséquence. C'est l'entreprise, c'est l'échec de l'entreprise, c'est le succès de l'entreprise, c'est la validation de modules, c'est je dirais, la productivité de l'entreprise, c'est la rentabilité aussi de l'entreprise, etc., etc. Derrière cet effet, il y a tout un ensemble de causes. Il y a tout un ensemble de causes, au moins, ils sont deux. Au lieu que ça soit deux, on peut prendre trois, on peut prendre quatre, on peut peut-être prendre plusieurs, selon peut-être les cas. Donc, toute la question qui doit être posée, parce qu'il est aussi dit probabilité de Bayes, mais c'est probabilité des causes. Donc, probabilité des causes, ça signifie qu'il faut calculer la probabilité des causes. Mais des causes sachant quoi? Sachant l'effet. C'est pourquoi il devient un petit peu un truc qu'on a calculé. Je vais quand même vous montrer ça sur un bout de papier. Je vais l'écrire. J'espère que vous allez le voir parfaitement. Probabilité ça c'est la probabilité de Bayes. Hein? Donc, probabilité de Bayes. Donc, je vais écrire probabilité d'une cause qui est par exemple C1, sachant le X. Le X, c'est l'effet, c'est le résultat. C'est ce que je viens de dire. Par exemple, c'est
la rentabilité de l'entreprise, c'est l'échec de l'entreprise. Et là, c'est la cause. La cause, c'est C1, comme il peut être un C2 ou un C3, selon peut-être les cas, etc., etc. Donc, je vais calculer ça comment? Donc, je vais faire directement le calcul. Ça, c'est la formule de Bayes. Je vais le faire relativement par rapport à C1. Alors, relativement par rapport à C1, C1, il est égal à probabilité de C1 fois probabilité de X fois C1. D'accord? Il est égal, je répète, probabilité élémentaire de la première cause, puisque je calcule la probabilité de la cause 1, probabilité élémentaire de la cause 1, fois la probabilité conditionnelle de quoi? De l'effet. Il est conditionné par quoi? Il est conditionné par la cause 1. Et je divise par quelque chose qu'on a noté l'autre fois, il est égal à P de X. Alors, à P de X, attention, hein, P de X, voilà, il est égal à toute une sorte de sommation. Par exemple, P de C1 fois P de X, sachant C1, c'est ce que vous avez ici, en haut, plus P de C2 fois P de X, sachant C2, plus, etc., etc. Si j'en ai 2 ou j'en ai 3, je vais prendre la totalité. Ça, c'est la probabilité de l'effet. Donc, vous allez toujours utiliser cette forme sur la probabilité de Bayes. Alors, la probabilité de Bayes, je viens de la calculer pour la première cause, mais je peux la faire pour la cause 2. Je peux la faire pour la cause 3. Il a qu'à être la cause 3, ça signifie que P de X kamlar a fait P de C1 fois P, plus P de C2, on fait aussi P de C3. Donc, je dois noter là, P de C3 fois aussi P de X, sachant C3. Donc, tout ça, ça doit être P de X, que je note toujours sur le dénominateur. Supposons que je voudrais calculer maintenant la probabilité de la cause 2. Probabilité de la cause 2. Probabilité de la cause 2, je note C2, sachant toujours l'effet qui est égal à X. Alors, je le calcule comment? Ben, il est égal toujours à la même chose que en haut. Donc, la même chose. P de X, il ne change pas. P de X, c'est toujours la même chose, qui est toujours égal à cette formule. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre la première partie relative à C1, comme ici, je vais prendre la deuxième partie qui est relative à C2. Relative à C2, c'est cette partie que je dois prendre. Je note ici P de C2 fois P de X, sachant C2. Et donc, je divise directement. Donc, à chaque fois, je vais prendre les parties. Ça, c'est la première partie relative à C1. Ça, c'est la deuxième partie relative à C2. Ça, c'est la troisième partie relative à C3. J'ai toujours sur le dénominateur, mais je vais les prendre relativement au niveau de numérateur. Donc, on vient de calculer P de C1, sachant X de cette façon, en utilisant P de C1 fois P de X, sachant C1. Et là, on vient de calculer P de C2, c'est la probabilité de la cause 2, sachant l'effet, qui est égal à X. Là aussi, c'est la probabilité de la cause 1. La probabilité de la cause 1, ça signifie je me pose la question, quelle est la probabilité que ce soit la cause 1 qui est derrière l'effet? Je vous rappelle par exemple l'exemple qu'on a fait avant, les deux chèques. On avait un chèque qui était retourné par la banque comme un pays. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est le chèque le client 1 ou le chèque le client 2? Donc le chèque le client 1, ou le fait de prendre la probabilité le client 1 élémentaire, multiplié par la probabilité de l'effet conditionné par le client 1 et divisé par le total des deux, qui est calculé de cette façon. Quand je calcule la probabilité que ce soit l'échec qui est tiré par le deuxième client, ben je vais le faire de cette façon. Je l'ai ici, P de C2, le deuxième client fois la probabilité de l'effet sachant le client C2. Je divise par P de X qui est égal P de C1 fois P de X sachant C1 plus P de C2 fois P de X sachant C2. Alors, c'est quand même un processus qui est complètement particulier. C'est quelque chose, je crois que l'autre fois, j'ai dit que une fois que vous êtes sur un exercice, ça devient vraiment très simple, très simple. La composition d'IA, il est un petit peu, je dirais, un petit peu difficile la première fois à comprendre. Mais quand vous êtes sur un exercice ou une application, vous allez directement comprendre parce que on ne peut jamais le faire que le moment où on a trois choses. C'est le moment où on a trois choses. On doit avoir un effet, on doit avoir des causes. Et on doit avoir ce qu'on a appelé les informations qui sont connues a priori. Les probabilités qui sont connues a priori. Les probabilités qui sont connues a priori, généralement, ils sont de deux sortes.
les probabilités élémentaires des causes, P de C1, P de C2, P de C3, etc. Donc, ils doivent être donnés sur l'exercice. Hein. Sinon, on vous donne une idée, une information pour pouvoir les calculer directement en utilisant peut-être le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Deuxième probabilité qui doit être connue a priori, il y a la probabilité conditionnelle mais de l'effet. Probabilité conditionnelle de l'effet. Il est conditionné par quoi? Il est conditionné par les causes. C'est P de X sachant C1, c'est P de X sachant C2, c'est P de X sachant C3. Ça aussi, ce sont des probabilités qui doivent être connues par la suite, d'avance. Alors, connues d'avance, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez ces données-là sur l'exercice, sur le cas, sur l'étude de cas, sur vos données. Sinon, on vous donne une information aussi sur la façon de les calculer. Parce que ce sont des probabilités qui sont conditionnelles. P de X sachant C1. Donc, je peux utiliser la définition de la probabilité qui est conditionnée. Va être égal à P de X inter C1, vous divisez par P de C1, selon peut-être les cas. Quand on a des trois choses, la probabilité de l'effet déjà, les causes, on a des probabilités qui sont définies a priori. Généralement, dans ce cas de figure, je dois automatiquement utiliser la probabilité Bayesienne, dit également la probabilité décisionnelle, dit également la probabilité des causes. Enfin, aussi, j'ai souligné la particularité, c'est le fait, par exemple, d'utiliser le total des probabilités élémentaires des causes. P de C1 plus P de C2 plus P de C3, certainement, il doit être tout le temps égal à l'unité. Mais ce n'est pas une obligation sur les probabilités conditionnelles de l'effet. P de X sachant C1, P de X sachant C2, P de X sachant C3, peu importe. Quand vous terminez aussi, quand vous allez calculer P de C1 sachant X, P de C2 sachant X, P de C3 sachant X, il faut que la somme soit égale exactement à la valeur de 1, ni plus ni moins. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc ça, c'était le chapitre 3. Le chapitre 4, c'était la notion de la variable aléatoire. Alors, la notion de la variable aléatoire, c'est toujours une sorte de suite. Partagez maintenant des exercices. Oui. Alors ça, c'est une question à laquelle je peux répondre par la suite. Je crois que je vous ai envoyé, je l'utilise. Je vous ai envoyé une série, je pense, d'exercices, ou la deux séries d'exercices sur le chapitre, je ne me rappelle pas, le chapitre 3 ou là, le chapitre 4, je pense le chapitre 4. Mais s'il y a besoin, je peux vous envoyer également d'autres exercices. Sachant que tout ce que je fais avec vous, que ce soit sur la projection qu'on a faite en présentiel, ou là sur les vidéos, ou là ce que je vous ai envoyé comme document, PDF ou la PPT, ou là donc les vidéos Camlong, alors vous avez ça sur l'ouvrage. Il a comme l'ouvrage, vous pouvez vous documenter à travers l'ouvrage sur lequel vous allez avoir la totalité des choses. J'ai dit l'ouvrage, fait la partie de cours, fait la partie des exercices, on fait la partie des solutions des exercices. Une dernière partie, c'est les examens. Comme une partie des examens, il y a l'examen avec solution. Donc ça vous donnera automatiquement une idée sur la façon dont on traite les examens, la façon dont on va vous examiner, la façon dont on vous pose des questions. Et comme ça, vous allez vous familiariser avec. Donc j'ai toujours dit, regardez l'exercice en OLN, premièrement. Essayez de faire un essai, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. À vous allez directement sur la solution. En ce qui concerne les examens, oui. Les examens, le cours. Donc le chapitre 4, c'était la question de la variable aléatoire. Oui. Oui, je sais, je vous ai envoyé le PDF. Moi, je lis les questions sur l'écran. Je vous ai donné le PDF, je vous ai envoyé le PPT, sous forme de diapo. Il y a la projection. Regardez les vidéos. Je sais que certaines vidéos, ils étaient de mauvaise qualité, excusez-moi sur ça, parce que je ne suis pas toujours, je ne suis pas très doué sur des enregistrements. C'est quelque chose que j'ai appris avec vous dans cette situation de confinement. Et je le disais tout le temps, ma page Facebook, je la visitais une fois sur 5 mois, là, 6 mois. Donc, je n'étais pas vraiment très touché par ça ou très attaché à tout ça. Je n'avais pas de chaîne YouTube. Tout ça, je l'ai fait pour vous. J'ai créé ma chaîne YouTube pour vous. J'ai créé Plage Classroom pour vous. J'ai essayé d'enregistrer la première fois avec vous. J'apprends beaucoup de choses que je fais sur mon téléphone ou sur mon PC. Et toujours, comme on le dit toujours, donc c'est au besoin qu'on crée et qu'on devient automatiquement créatif.
Donc, le chapitre 4, c'est la question de la variable aléatoire. Alors, je la variable aléatoire. C'est comme une variable statistique, hein, au lieu de MVS, variable statistique, c'est variable aléatoire. C'est le fait de donner le tableau. Mais sur le tableau, il faut donner au moins deux principales choses. Au moins deux principales choses. D'abord, l'événement qui doit être considéré quand notre variable aléatoire, c'est notre événement considéré. Si vous allez me poser la question sur événement considéré, je vais vous dire que c'est l'événement E sur lequel vous allez proposer quelque chose. L'événement E, c'est l'entreprise. C'est vous, les étudiants. C'est notre maison. C'est notre vie. C'est notre économie. C'est tout ce que vous voulez. Et sur tout ça, bah, il y a quelque chose qu'on considère. Sur les étudiants, moi, je considère la validation. Sur l'entreprise, moi, je vais considérer l'échec ou peut-être le succès. Sur les modules, je vais peut-être prendre, gérer un module qui est validé, un module qui est non validé, et ainsi de suite. Donc, selon peut-être ça, vous allez toujours avoir une première ligne, l'événement qui est considéré. Et avec l'événement considéré, vous allez avoir les éventualités. Et donc, les éventualités, on va avoir automatiquement des valeurs. Donc, des valeurs qui sont attribuées automatiquement à ces éventualités. Je dis n'importe quoi. On dit un dé, le jeu de dés. Alors, ça aussi, je vais peut-être vous faire d'autres vidéos, parce que d'être comme une vidéo sur les jeux de cartes, suite à vos questions. Mais même, quand on dit comme une vidéo sur le dé qu'on a déjà fait sur l'amphi, donc, le jeu de boules, l'urne. Dans une urne, vous avez une boule que j'ai mis dernièrement dans la dernière vidéo, une boule avec des boules rouges, des boules noires, des boules blanches, etc. Ça aussi, c'est des jeux qu'il faut comprendre. Vous avez aussi le jeu de pièces de monnaie. Donc, si je considère aujourd'hui le jeu de pièces de monnaie, quand je jette une pièce de monnaie, ben, je vais avoir deux éventualités. Soit des deux éventualités, soit pile, soit face. Ah, pas autre chose, hein. Donc, je vais vous dire, quand c'est pile, vous allez gagner 100. Quand c'est pile, vous allez gagner 100. Quand c'est face, vous allez perdre 50. Vous allez perdre 50. Donc, dans ce cas, la traduction de l'événement considéré à la variable aléatoire au tableau, le fait de dire que tout ce qui est pile, il va être égal à 100. Tout ce qui est, on va avoir moins 50. On va avoir moins 50. Et donc, je vais tracer un tableau également. Je peux vous montrer éventuellement. Je peux tracer par exemple un tableau. Je vais dire fait la variable x. Et sur la variable, je vais avoir une valeur qui est égale à moins 50 et une autre valeur qui est égale à 100. Ça, c'est la variable x. Donc, ma variable x, qu'est-ce qu'elle représente? D'accord. Alors, ma variable x, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les variables, elle représente les valeurs qui sont égales à moins 50 correspondant à f, qui est face, et elle représente la valeur, elle prend la valeur 100 qui correspond à P, qui est pile. Donc, qu'est-ce qu'il me reste pour pouvoir parler de variables aléatoires ou lois de probabilité, hein? C'est les probabilités. Quelle est la probabilité d'avoir moins 50? Ben, c'est 1,5 directement. Pourquoi 1,5? Parce que c'est un G de... Et la probabilité d'avoir pile aussi, d'avoir 100, c'est 1,5. Et dans ce cas, je vais avoir automatiquement la somme des probabilités qui doit être égale à 1. 1,5 plus 1,5, il est égal à 1. Ça, c'est ce que je vous ai montré sur la projection sous forme de la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, il correspond à un jet de pièces de monnaie et sur lequel on a exactement deux éventualités et ça correspond à un seul jet. Et tel que la probabilité, la somme des deux probabilités, ben, elle est égale à la valeur de 1. Donc ça, c'est la variable aléatoire. Ça, c'est V1. La variable aléatoire, quand je vais lui attribuer des valeurs et également des probabilités qui sont calculées en fonction du processus, dans ce cas, je vais définir directement ce qu'on appelle la loi de probabilité. Alors, la loi de probabilité. Alors, faites attention parce que ces lois de probabilité se forment d'un tableau. Ne confondez pas avec ce qu'on a mis sur le chapitre 5, le dernier. La loi de probabilité qui est la loi binomiale, la loi hypergéométrique. Ça, ce sont les normes. C'est un petit peu les choses, les deux je dirais, qui sont rejointes finalement. Donc, ça, c'est le cas, c'est la variable aléatoire qui est discrète, VAD, variable aléatoire qui est discrète. Variable aléatoire discrète, c'est qu'on a des valeurs qui sont entières. Et on donne la loi de probabilité sous forme de tableau. Par contre, il est qu'une variable aléatoire
qui est C, qui est continu. VAC, c'est variable aléatoire continue. Ce n'est pas une variable aléatoire discrète, c'est une variable aléatoire continue. Dans ce cas, vous allez avoir ce que j'ai appelé l'autre fois f de x. F de x, c'est la fonction de densité. La fonction de densité, c'est la loi de probabilité. La fonction de densité, c'est la loi de probabilité. Hein. C'est pas grave, Rita. Hein. Moi-même, je suis parfois gêné avec les enfants. D'accord? Donc, la fonction de densité, c'est la fonction de probabilité. Hein. Vous pouvez parler de fonction. Bah oui, c'est une fonction. Il y a quelqu'un. La question, c'est une fonction. C'est une fonction parce qu'il a une particularité. Il démarre un ensemble, un intervalle à B qui peut être n'importe. Moins l'infini plus l'infini. 0, 1, 0, 10, moins 100, 0. Tout ce que vous voulez. Et il est défini dans un ensemble qui ne change jamais. C'est le 0 et le 1. Là, parce que ce sont des probabilités. On a toujours dit que PI, il est inférieur strictement à la valeur de 1 et supérieur strictement à la valeur de 0. On peut éventuellement prendre le cas de 0 et de 1, dans le cas où je vais prendre un intervalle qui est fermé. Mais en général, les probabilités qui sont nulles ou là, les probabilités qui sont égales à 1, on n'est plus dans un domaine qui est probabilistique. C'est pourquoi je parle de quelque chose qui doit être vraiment strictement. Donc là, ça doit être vraiment strictement. Et donc là aussi, je dois avoir un intervalle qui doit être ouvert et non pas fermé. Et donc f de x, il démarre de son point, de son ensemble de départ vers un ensemble d'arrivée qui ne change jamais. Ça, il change, mais ça, il ne change pas. Et tel que à x, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une fonction de densité. On va avoir une formule de calcul de probabilité. Vous pouvez noter tout ce que vous voulez ici, hein? E de x. Vous pouvez noter log de x. Vous pouvez noter 1 sur x. Vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Hein? Il peut prendre n'importe quelle forme mathématique que vous connaissez. Comme je peux vous dire, par exemple, bah, il est égal à 1 demi quand c'est pile, ou il est égal à 1 demi quand c'est face. Ça, je peux par exemple le faire. Ce qui est important, c'est que des fonctions que vous avez ici, ce sont des fonctions qui doivent être, premièrement, elles sont positives. Ça s'appelle la propriété de positivité. Il est positif dans quoi? Il est positif dans son ensemble de départ. C'est-à-dire quand x, non, A de x que vous avez ici, A de x que vous avez ici, A de x que vous avez ici, quand il prend des valeurs entre le A et le B, ben, dans ce cas, le résultat, c'est un résultat qui est positif. D'accord? Deuxième propriété, ben, il faut que la somme des probabilités, la somme de probabilités, il est égal à 1. Ça, c'est le cas de la variable aléatoire qui est discrète. Et là, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir l'intégrale, parce que je suis sur le cas qui est variable aléatoire qui est contenue. Donc, je dois avoir l'intégrale, par exemple, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ou bien de A jusqu'à la valeur de B, la borne inférieure et la borne supérieure. De quoi? F de x, D de x. Donc, je dois montrer que tout ça est égal exactement à la valeur de A. Voilà ce qui doit être important. Donc, dans le cas de la variable aléatoire discrète, on doit avoir un événement considéré dans un E de référence avec les valeurs qui sont attribuées directement aux éventualités, avec leurs probabilités qui sont calculées et automatiquement la somme qui doit être égale à 1 qu'on doit montrer. Ça, c'est la loi de probabilité. Dans le cas de la variable aléatoire qui est contenue, c'est toujours la même chose. On doit avoir le x, certainement, hein, on doit avoir le x, hein, on doit avoir le x, qui est un événement considéré dans E. Le x, il est inclus dans le E, hein, donc c'est une partie de E. Il est considéré avec cette valeur qui est prise, le petit x, et les valeurs qui sont prises par la variable aléatoire dans l'intervalle AB. Et tel que la probabilité, quand je la calcule, bah, c'est une probabilité déjà qui est positive. Et également, donc je vais avoir toutes les probabilités qui sont possibles là, avec la formule. Et dans ce cas, je dois montrer aussi que le total des probabilités, il doit être égal à 1. Au niveau de continu, on met l'intégrale parce que c'est une fonction. Au niveau de discret, la variable aléatoire discret, on met la somme, le symbole de sigma. Sigma parce que ce sont des valeurs que je vais trouver. Le 1 plus le 2 plus le 3, etc. Alors que ici, c'est une infinité de points. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit automatiquement vérifier.
Alors, il faut savoir que dans le cas de la variable aléatoire discrète, ou là, le cas de la variable aléatoire qui est contenue, alors vous avez un certain nombre de caractéristiques. Alors, les caractéristiques, on les a calculées. Les caractéristiques, principalement, ce sont deux. Vous avez E de X, différence mathématique. Vous avez quelque chose qu'on a noté V de X, la variance. Alors, E de X, excusez-moi pour l'écriture, E de X et V de X, ce sont les deux principales caractéristiques qu'on doit chercher. E de X, c'est l'espérance mathématique. Comme la moyenne, hein, c'est X bar que vous avez fait avant. Ou là, c'est la variance que vous connaissez. Ben, la variance, par exemple, dans le cas de discret. Alors, la moyenne ici, par exemple, dans le cas de discret, je le calcule, c'est la somme de quoi? De XI fois PI. Si je reviens ici, c'est le fait de faire 100 fois ça, plus 100 fois ça. Moins 50 fois 1 demi, plus 100 fois 1 demi. Si je fais la somme, je vais avoir quelque chose ici, comme espérance. Dans le cas qui est contenu, ça doit être l'intégrale. L'intégrale de A à B, par exemple, de quoi? Alors, X comme XI, fois sa probabilité. Il y a la probabilité d'y là. Il y a F de X. On dit la valeur, il y a X prise par la variable, pour sa probabilité, le cas contenu, c'est F de X. La probabilité d'y là, le cas qui est discret, il est égal à PI. Alors que le cas qui est contenu, il est égal à F de X. Et j'intègre par rapport à T de X. Et je calcule directement la moyenne. Alors, ça, la moyenne, attention, c'est une moyenne qui peut être positive, négative, nulle, peu importe. Hein. Il peut prendre des valeurs qui sont nulles, ou la négative, ou la positive. Par contre, V de X, la variance, V de X, alors par définition, il est égal à l'espérance mathématique de X moins E de X, le taux au carré. En termes de variables statistiques, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. En termes de probabilité, c'est l'espérance de quoi? Des carrés des écarts à l'espérance. Dans le cas discret, je peux le faire par exemple avec la formule de Konin. Avec la formule de Konin, on a dit qu'il est égal à E de X au carré. Il y en a qui est le carré, moins E de X, là, qui est le V au carré. Ça s'appelle l'espérance des carrés. L'espérance des carrés, moins le carré de l'espérance. Ça, c'est la formule de Konin, qui est la plus intéressante. Hein. Le cas qui est contenu, ça c'est le cas qui est discret. Le cas qui est contenu, bah, il est égal directement. Toujours la même chose, hein. E de X au carré. E de X au carré. Dans le cas qui est contenu, je fais l'intégrale de X au carré à 2 X carré. Là, si vous dites un X au carré, fois quoi? Fois F de X. Et j'intègre par rapport à D de X. Toujours de A jusqu'à la valeur de B. Je retranche quoi? Je retranche E de X au carré. E de X au carré, E de X au carré, bah, il est égal à l'intégrale de A à B, X fois F de X, D de X, mais tout ça, le V au carré. Donc, on a la formule pour le cas qui est discret, on a la formule pour le cas qui est contenu. Mais ils sont toujours les mêmes, hein. C'est toujours E de X au carré, moins le carré de E de X. C'est toujours l'espérance de X au carré fois. On a c'est X fois F de X qui est l'espérance qui est le V au carré. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas, il doit être minimum nul. Sinon, il est positif. Dans ce cas aussi, il doit être minimum nul. Sinon, il est positif. Si l'espérance mathématique peut être négative, la variance, il ne peut jamais être négative. Il est toujours positif. Sinon, il doit être nul. Donc, comme le cas de la loi de probabilité, variable aléatoire discrète, le cas de la loi de probabilité, mais dans le cas de la variable contenue, se forme d'une fonction de densité, elle se forme d'un tableau, elle se forme d'une fonction de densité, et comme l'étape 3, les caractéristiques sont en général l'espérance et la variance. Dernièrement, la fonction de répartition, en f de x.
grand f de x. Alors, grand f de x, et là, j'ai avec le cas qui est discret, alors il est très simple. Dire grand f de x, c'est 1 demi, c'est le cumul. Hein. C'est 1 demi, et qu'est-ce que je vais avoir? C'est 1 demi plus la probabilité actuelle. 1 demi plus 1 demi, ça nous donne ici 1. Il a dit une autre valeur, on a dit hadi plus la probabilité de l'autre. C'est ce qu'on appelait, c'est ce que vous avez appelé dans le premier semestre, le cumul croissant. Ce sont les probabilités cumulées croissantes. Tout simplement. Les probabilités cumulées croissantes. Dans le cas de continu, alors dans le cas de continu, on a utilisé quelque chose qui devait être égal directement la structure qui est suivante. Je vous ai dit que quand on vous pose cette question sur la fonction de répartition dans le cas qui est continu, faites toujours la même structure. Ça, qu'on a la valeur de 0, pour ça, qu'on a la valeur de 1. Ou ça, qu'on a la valeur de ce qu'on appelle f de grand x. F de grand x, il y a la primitive. C'est l'intégrale de x, f de x, d de x. Tout simplement. Alors, 0, on doit toujours l'avoir. Le a, on doit toujours l'avoir. Ou f de x, on le calcule en fonction de f de x. Alors, 0, quand je vais avoir 0, c'est x, il est inférieur strictement à la borne inférieure. Quand est-ce que je vais avoir 1? Si x, il est supérieur à la borne supérieure. B. Ou c'est la primitive. Et là, c'est le calcul de la primitive. Calculer directement la primitive d'une façon mathématique. Donc, vous allez avoir finalement 3 valeurs. F de x, il est égal à 0. Il est égal à la primitive. Il est égal à 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en termes de représentation graphique, la fonction de répartition est toujours faite de cette façon. Il y a une valeur maximale qui est égale à 1. Et là, c'est x, ce sont des valeurs qui sont prises. Je vais avoir certainement la valeur de 0 ici. Et donc, je dois avoir quelque chose qui doit faire comme ça. Maximum, c'est le 1. Alors maintenant, il peut changer. Je peux démarrer avec le 0. Et là, il peut faire comme ça. Comme il peut faire ça. Ça dépend. C'est les convexes, c'est les concaves, c'est les etc., etc. La chose qu'on ne peut pas faire, maintenant, le fait de démarrer avec ce point, augmenter vers un point, décroître. Ça, jamais. Ça, jamais. C'est une fonction monotone non décroissante. Ça s'appelle une fonction monotone non décroissante. À la limite, il peut continuer pour des valeurs qui sont nulles de probabilité. Il va reprendre. Et il ne peut jamais dépasser la valeur de 1. On a une borne inférieure qui est égale à 0 et une borne supérieure qui est égale à la valeur de 1. Et entre les deux, on a quelque chose qui est égal à une primitive. Dans le cas du discret, dans le cas de la variable aléatoire qui est discrète, la fonction de répartition, il est défini sous forme de un diagramme en escalier, avec toujours la valeur de 1. Il doit être ici. Donc ça c'est, tout ça c'est le chapitre 4. Dans le chapitre 4, c'était une question de variable aléatoire. Et donc variable aléatoire, soit le cas qui est variable aléatoire qui est discrète, ou la variable aléatoire qui est continue. Avec toujours les mêmes questions. Question de la loi de probabilité, le tableau ou la fonction de densité, question des caractéristiques qu'il faut avoir automatiquement, quelles sont l'espérance mathématique et la variance, question de la fonction de répartition. Et quand on n'a pas de fonction de répartition, on peut se poser la question sur automatiquement la représentation graphique. Donc la représentation graphique de la fonction de répartition, il est toujours une fonction monotone non décroissante. Il ne peut pas décroître. Il aura toujours tendance à croître jusqu'à atteindre un maximum qui est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on somme des probabilités.
Si ce sont des probabilités qui sont toujours positives, ça signifie que je vais toujours avoir tendance à l'augmentation et non pas à la décroissance. Donc ça, c'est le chapitre 4. Le chapitre 5, que je l'ai dit sur la vidéo, ça représente l'aboutissement. L'aboutissement, ça signifie la dernière chose qu'on doit faire. C'est la question de loi. Donc, loi de probabilité, quel type de loi, hein? Quelle norme qu'on doit utiliser? Vous voyez, quand j'ai fait l'espérance et la variance, on a fait le calcul. Alors, il faut développer les produits, la somme, etc. Alors, maintenant, vous allez avoir une loi. Vous allez avoir la loi binomiale, euh, la loi de Poisson, etc. Je vais peut-être vous montrer ça sur la vidéo que vous avez. Alors, ce que je fais avec vous, c'était la loi binomiale et la loi hypergéométrique. Alors, deux principales choses, hein, deux principales choses qui sont intéressantes. La loi binomiale et la loi hypergéométrique, ils sont controversés, ils sont opposés, l'une par rapport à l'autre. L'une, il représente l'opposé de l'autre. Deux, la loi binomiale, il correspond à un tirage qui fait avec remise. Tirage qui fait avec remise, TAR, le TAR. Alors que la loi hypergéométrique, il est basé sur un TSR. Un TSR, c'est un tirage sans remise. Sans remise, ça signifie que je prends, je ne remets pas. Avec remise, je prends et je remets. C'est-à-dire, on a les clés de vote, si vous voulez, peut-être pour pouvoir comprendre l'application sur les lois. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que je vous ai dit que finalement, vous avez 4 à 5 caractéristiques pour chaque loi. Si vous voulez utiliser une loi, déjà, il faut comprendre, hein, il faut comprendre pourquoi la loi. Quel est son intérêt? Pourquoi on a besoin aujourd'hui de lire la loi binomiale, la loi hypergéométrique, etc. Et j'ai dit que ça représente une sorte de norme. Une norme que tout le monde va calculer, va utiliser de la même façon, en ayant pratiquement les mêmes résultats. En ayant les mêmes résultats, ben, ça signifie que tout le monde va avoir les mêmes probabilités. Donc, c'est une norme. Et c'est une norme, ben, ça signifie que tout le monde va utiliser la même formule de calcul. Il n'y a personne qui va faire la loi, je dirais la définition qui est classique. L'autre, il va utiliser la définition qui est totale. L'autre va utiliser la définition qui est bayésienne, etc. Non, ce n'est plus le cas. Maintenant, vous allez utiliser la même norme. Dire que vous allez utiliser la même norme, ben, ça signifie que vous allez utiliser la même loi. La question qui doit être posée, c'est quel type de loi? Ben, quel type de loi? Le problème de son. Parce que j'ai repris le téléphone fini. Et si nous comme le truc sur de toute façon là vous l'avez. Peut-être qu'on ouvrir ça. Donc je disais la loi de probabilité qui est binomiale, elle correspond à 5 caractéristiques qu'il faut toujours définir. Alors, à des 5 caractéristiques, premièrement, c'est la nature du tirage. C'est un tirage qui doit être fait avec remise. Donc là, je vous montre sur la vidéo. Donc ici, vous avez le tirage qui doit se faire avec remise. C'est avec remise. Le tirage qui se fait avec remise. Donc vous l'avez ici. Si vous pouvez lire en même temps que moi, c'est le tirage avec remise. D'accord? Et deuxième caractéristique, c'est la première que vous avez ici, c'est le fait d'avoir 2 éventualités qui sont mutuellement exclusives. Deux éventualités mutuellement exclusives, blanc ou noir, garçon ou fille, échec ou succès. Finalement, ils sont au nombre de 5 caractéristiques. Tirage qui se fait avec remise. 2 éventualités qui sont mutuellement exclusives. Blanc ou noir. Probabilités qui sont constantes.
Il ne change pas au fil du tirage. Des tirages qui sont indépendants. Et la conséquence de ça, parce que ce sont des probabilités constantes ou parce que ce sont des tirages qui sont indépendants, que les probabilités deviennent constantes. Et ce sont des tirages aussi qui sont non exhaustifs. C'est les 5 caractéristiques qu'il faut chercher pour utiliser la loi binomiale. Dans le cas de la loi hypergéométrique, c'est le contraire. C'est le même, mais c'est contradictoire. Un, tirage sans remise. C'est tirage avec remise. Deux éventualités toujours mutuellement exclusives. J'ai parlé de caractère A et caractère B. Et les probabilités, ils changent, ils deviennent variables à la suite des tirages. Et après, ce sont des tirages qui sont dépendants cette fois-ci. Et des tirages qui deviennent cette fois-ci exhaustifs, mais sinon exhaustifs. Donc, ce qui va vous permettre d'utiliser directement soit la loi binomiale, soit la loi hypergéométrique. On va voir par la suite la loi de Poisson, et la loi normale. La loi de Poisson-Bouhda, ou la loi normale, qui devient une loi normale, sont très réduites aussi. Ouais. Donc, je crois que ce que vous devez faire, c'est pourquoi je voulais vous prendre dans un live. Il faut lire la première fois. Ne prenez pas des exercices, ne mettez pas des exercices. Lisez d'abord les documents que je vous ai envoyés. Regardez les vidéos, parce qu'on vous donne sur les vidéos des explications. Essayez de repasser toujours les passages qui vous posent problème sur les vidéos. Essayez de comprendre, hein. Essayez de constituer un bagage dans votre tête, dans votre cerveau. Comme ça, vous allez avoir une première conception. Vous allez revenir directement sur les exercices. Alors, sur les exercices, moi, je vois certains d'entre vous qui me posent la question. Je vais, si vous n'avez pas des exercices, je vais vous envoyer d'autres exercices. Je vais vous envoyer des séries. Et vous allez me préciser, moi, je voulais avoir des exercices sur le chapitre 1, ou le chapitre 2, ou le chapitre 3, ou le chapitre 4, ou le chapitre 5. Pour les gens, les personnes d'entre vous qui ont l'ouvrage, sur l'ouvrage, je viens de dire que vous avez pratiquement tout. Vous avez pratiquement tout. Vous avez le cours, vous avez les exercices, vous avez leurs solutions, vous avez les examens avec leurs solutions. Voilà. Alors, pour les personnes qui me posent la question pour les examens, pour le moment, moi, je dois comprendre votre question, je dois prendre votre question dans plusieurs sens. Déjà, la question que vous allez me poser, les examens, ils vont avoir lieu, oui ou non. Donc, c'est encore prématuré. On est encore... Qu'est-ce qu'il a le chapitre 5? Alors, le chapitre 5, je viens de faire une partie qui fait binomial ou hypergéométrique. Il y a la loi de Poisson ou la loi normale. Et la loi normale sont très riches. Je vais faire ça sur une autre vidéo et je vous l'enverrai par la suite. Donc, je reviens sur la question de l'examen. Donc, la question qu'on se pose maintenant, il y a comment organiser, comment vous prendre sur un examen. Je crois que on va voir par la suite comment on va faire ça. Et je pense qu'on n'aura pas la possibilité de le mettre tout de suite. Mais non, déjà, le confinement, le 20 mai, au 20 mai, on n'est pas sûr que le déconfinement, on va le faire totalement. Je ne pense pas aujourd'hui que vous allez revenir vous à la fac. Je ne sais pas si vous avez vu la décision du ministère relativement de l'enseignement de l'éducation pour le moment. Répéter à propos des examens. J'ai une très mauvaise connexion à couper. Alors, pour les personnes qui ont un problème avec ça, je